À l'anniversaire de mon père, mon propre frère m'a hurlé dessus devant toute la famille, « Fais tes valises, pauvre fille. Ce domaine est à vendre. » Tous ont trinqué à ma chute, leur verre levé dans une célébration cruelle. Mon cœur s'est arrêté. Je suis sorti sans un mot, j'ai passé un seul appel. Quand je suis revenu quelques minutes plus tard, leur piège diabolique était sur le point de se refermer violemment sur eux. Si vous regardez cette vidéo, laissez un commentaire pour me dire de quelle belle région de France vous venez. Dites-moi aussi quelle heure il est chez vous en ce moment. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous, car l'histoire que je vais vous raconter, l'histoire de cette trahison familiale, va vous glacer le sang. Je m'appelle Chloé, j'ai 32 ans. Il y a 5 ans, ma vie était complètement différente. J'étais une jeune femme ambitieuse, une chef de projet en publicité qui gravissait les échelons dans une agence réputée de Lyon. Mon appartement, un charmant T2 avec un petit balcon donnant sur les quais de Saône, était mon sanctuaire. Ma vie sociale était riche, remplie de vernissages, de dîners entre amis et d'une relation prometteuse avec un architecte qui, comme moi, rêvait de construire un avenir brillant. J'avais le monde à mes pieds, ou du moins, c'est ce que je croyais. Tout a basculé le jour où ma mère nous a quittés, emportés par une maladie foudroyante qui a laissé un vide immense et un silence assourdissant dans notre maison familiale en Provence. Mon père, Marcel, l'homme qui avait toujours été mon roc, mon héros, s'est effondré. À 65 ans, le chagrin l'a vieilli de 10 ans. Il a perdu le goût de vivre. La lumière dans ses yeux s'est éteinte, remplacée par une tristesse infinie. C'est mon frère, Victor, qui m'a appelé. Sa voix, comme toujours, était pressée, distante, dénuée de toute chaleur. « Chloé, il faut faire quelque chose pour papa. Il ne mange plus, il se néglige. La maison est dans un état lamentable. Il faut que quelqu'un passe le voir. » Victor, 40 ans, l'incarnation parfaite du succès parisien. Directeur d'investissement dans une grande banque, marié, 2 enfants dans une école privée prestigieuse, un appartement haussmannien dans le 16e arrondissement. Il avait tout, sauf du temps pour son propre père. Ses visites se limitaient à Noël et à un week-end en août, des apparitions éclairs où il passait plus de temps au téléphone à gérer ses portefeuilles d'actions qu'à parler à notre père. Et puis il y avait ma sœur, Élise, 38 ans. Professeure d'histoire à Bordeaux, mariée, 3 enfants. Elle était moins arrogante que Victor, mais tout aussi absente. Elle se rangeait toujours de son côté, comme si sa réussite financière lui donnait raison en tout. On est tellement débordés, Chloé, tu comprends. Les enfants, le travail. C'était leur excuse perpétuelle. Une excuse qui sonnait creux à mes oreilles. J'étais la seule célibataire, la seule sans enfant, la seule disponible. La responsabilité m'est donc revenue, comme une évidence, comme un poids que personne d'autre ne voulait porter. J'ai pris un congé sans solde, j'ai fait une valise, et je suis retournée dans ma chambre d'adolescente, sous les toits de cette grande bastide provençale où chaque meuble, chaque odeur, me rappelait ma mère. Ce qui devait être un arrangement temporaire de quelques mois est devenu ma nouvelle vie. J'ai vu de mes propres yeux que papa avait besoin de plus qu'une simple visite de courtoisie. Il avait des oublis, des moments de confusion qui me serraient le cœur. Rien de grave, disait le médecin, juste les effets du chagrin et de l'âge. Mais pour moi, c'était un signal d'alarme. Alors, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai démissionné. J'ai rendu les clés de mon appartement à Lyon. J'ai mis fin à ma relation avec l'architecte, qui ne comprenait pas pourquoi je sacrifiais tout pour un vieux problème de famille. J'ai tout laissé derrière moi. Ma carrière, mes amis, mes amours. Tout. Pour mon père. Je suis devenue sa gardienne, sa cuisinière, son infirmière, sa seule compagnie. J'ai entretenu le jardin qu'il aimait tant, j'ai repeint les volets bleus que ma mère adorait, j'ai fait de cette maison un cocon de souvenirs et de tendresse, espérant y ranimer la flamme de vie de mon père. J'ai tout donné par amour pour lui, pensant naïvement que ma famille, mon frère et ma sœur, apprécieraient mon sacrifice, qu'ils me seraient reconnaissants. J'étais si loin, si terriblement loin d'imaginer que dans leur esprit, mon dévouement n'était pas un cadeau, mais en réalité une faiblesse. Une faiblesse qu'ils allaient bientôt exploiter de la manière la plus cruelle qui soit. 2 ans après mon retour, une nouvelle personne est entrée dans la vie de mon père,
et par conséquent, dans la mienne. Il a rencontré Isabelle lors d'un rendez-vous chez son cardiologue. Elle était aide-soignante dans ce cabinet médical, une femme de 50 ans, divorcée, sans enfant, avec un sourire doux et des gestes pleins de prévenance. Elle a semblé comprendre la solitude de mon père. Leur relation a évolué à une vitesse fulgurante. Après seulement 6 mois, à la surprise générale, ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie à la mairie du village. Au début, j'ai voulu y croire. J'ai voulu voir en Isabelle l'ange gardien qui allait ramener la joie dans le cœur de mon père. Et pendant un temps, elle a joué ce rôle à la perfection. Elle lui préparait ses plats préférés, l'accompagnait à ses promenades quotidiennes, l'encourageait à rejoindre le club de pétanque local. Elle était l'épouse dévouée, l'infirmière attentionnée. Mon père semblait revivre. Il souriait plus souvent, ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. J'ai commencé à me dire que j'avais peut-être bien fait de tout sacrifier, que mon père allait enfin être heureux. Mais des détails, d'infimes détails, ont commencé à me troubler. C'était subtil, presque imperceptible. Un regard fuyant quand je parlais de ma mère. Une façon de balayer du revers de la main les albums photos de famille, comme s'ils étaient de la poussière sur un meuble. Et puis, il y a eu ces commentaires, distillés avec une fausse bienveillance. C'est admirable, Chloé, de t'occuper de ton père comme ça. Mais tu ne penses pas à ta propre vie? À ton âge, ne pas avoir de carrière, de mari, ce doit être difficile. Ou encore, en admirant le grand jardin, ce domaine doit valoir une fortune aujourd'hui. L'entretien doit être un cauchemar. Des petites phrases anodines en apparence, mais qui, mises bout à bout, dessinaient un portrait bien différent de celui de l'épouse aimante. Victor et Élise, eux, l'ont accueilli à bras ouverts. Ils étaient ravis. Pour eux, Isabelle était la solution miracle, celle qui leur permettait de se décharger complètement de leur culpabilité. Tu vois, Chloé, papa va très bien maintenant, m'a dit Victor lors d'une de ses rares et brèves visites. Il a Isabelle. Tu peux enfin reprendre ta vie, trouver un travail. Tu ne vas pas rester ici éternellement, n'est-ce pas? C'était plus facile pour eux de croire à ce conte de fées. Cela les arrangeait. Mais je ne pouvais pas partir. Je voyais ce qu'ils ne voyaient pas, ou ne voulaient pas voir. Mon père avait encore ses mauvais jours. Ses rhumatismes le faisaient souffrir, et ses moments de confusion, bien que plus rares, survenaient encore, surtout le soir. Isabelle était là, certes, mais son attention semblait parfois calculée. Puis, son comportement envers moi a commencé à changer. Le masque de la belle-mère parfaite a commencé à se fissurer. Elle a commencé à remettre en question ma présence. Marcel et moi, nous sommes des jeunes mariés, tu sais. Nous aimerions avoir un peu plus d'intimité. Elle me faisait sentir de trop dans ma propre maison. C'est là que la situation a pris une tournure plus insidieuse. Isabelle a commencé à tisser sa toile dans le village. J'ai remarqué que Madame Dubois, notre voisine depuis 30 ans, une femme qui m'avait vu grandir et qui m'apportait toujours une part de sa tarte aux abricots, était devenue distante. Un jour, je l'ai croisée à la boulangerie et elle a à peine répondu à mon bonjour. Plus tard, j'ai appris par le fils du boulanger qu'Isabelle lui avait confié, l'air peiné, que j'étais une jeune femme un peu perdue, que je profitais de la gentillesse de mon père pour ne pas avoir à affronter le monde du travail. Elle avait insinué que mon dévouement n'était qu'une forme de paresse déguisée. Elle me salissait dans mon dos, me coupant de mes racines, m'isolant petit à petit. J'étais devenue l'étrangère, la profiteuse, aux yeux de ceux qui m'avaient toujours connue. La douleur de cette trahison silencieuse était aiguë, mais je ne pouvais rien dire sans passer pour la belle-fille jalouse et paranoïaque. Je me sentais piégée. Partir, c'était abandonner mon père à cette femme que je sentais de plus en plus fausse. Rester, c'était endurer ses piques quotidiennes et le regard accusateur du village. Isabelle portait un masque d'ange, mais je commençais à voir très clairement le démon qui se cachait derrière. Ce que je ne savais pas encore, et qui était bien plus terrifiant, c'est qu'elle n'agissait pas seule. Elle avait un allié, un complice puissant, et il était de mon propre sang. L'approche du 70e anniversaire de mon père a marqué un tournant. Pour moi, c'était une étape importante, une occasion de lui montrer à quel point il comptait. J'ai décidé d'organiser une grande fête, une journée qui effacerait les ombres des dernières années.
Pendant des semaines, je me suis investie corps et âme dans les préparatifs. J'ai passé des heures dans la cuisine à essayer de perfectionner la recette de la daube provençale de ma mère, celle qu'elle préparait pour les grandes occasions. L'odeur du thym, du laurier et du vin rouge qui mijotait lentement emplissait la maison, et pour un instant, j'avais l'impression qu'elle était de nouveau parmi nous. J'ai aussi créé un album photo monumental, rassemblant des clichés de toute sa vie, de son enfance à la naissance de ses petits-enfants, avec des légendes écrites à la main. C'était un travail d'amour, un hommage à l'homme qu'il était. Contacter Victor et Élise a été une épreuve. Leur réaction a été un coup de poignard. Quand j'ai appelé Victor pour l'inviter, sa première question n'a pas été « Comment va papa ?» ou « De quoi avez-vous besoin ?» Non. Sa première question, glaciale et calculatrice, a été « Dis-moi, Chloé, papa a mis à jour son testament depuis qu'il a épousé Isabelle ? On devrait peut-être en discuter sérieusement. Il faut protéger notre héritage. » J'étais tellement choquée que je n'ai pas su quoi répondre. Protéger leur héritage ? J'étais là, chaque jour, à protéger leur père, et tout ce qui les intéressait, c'était l'argent, les murs, la succession. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous répondu à un frère pareil ? Dites-le moi dans les commentaires, car sur le moment, j'étais sans voix. La conversation avec Élise n'a pas été meilleure. Elle était plus doucereuse, mais ses préoccupations étaient les mêmes, masquées sous une fausse sollicitude. C'est important qu'on parle de l'avenir de la maison, Chloé. Pour le bien de papa, bien sûr. Le bien de papa. Ces mots sonnaient si faux dans leur bouche. Pendant ce temps, le comportement d'Isabelle devenait de plus en plus étrange. Elle insistait pour inviter ses propres amis, des gens que mon père connaissait à peine. Et puis il y a eu les réunions secrètes avec Victor. 2 fois dans le mois précédant l'anniversaire, il est venu de Paris, prétextant un déplacement professionnel dans la région. Il arrivait toujours quand mon père était à sa séance de kinésithérapie. Je les ai vus, assis à la table de la cuisine, penchés sur des documents qu'il rangeait précipitamment dès que j'entrais. Une fois, j'ai réussi à apercevoir un en-tête, expertise immobilière, valeur vénale. Quand je leur ai demandé de quoi il s'agissait, Isabelle m'a répondu avec un sourire mielleux, « Oh, rien d'important ma chérie. Victor m'aide juste avec des papiers d'assurance pour ton père. » Mais ses yeux la trahissaient. La santé de mon père, elle, se dégradait à vue d'œil. Ces moments de confusion devenaient plus fréquents, plus profonds. Il semblait constamment fatigué, somnolent. Et j'ai remarqué que c'était toujours pire après avoir bu la tisane spéciale qu'Isabelle lui préparait chaque soir, une infusion, pour l'aider à dormir, disait-elle. J'ai commencé à avoir des doutes terribles. Des doutes si monstrueux que j'osais à peine les formuler dans mon esprit. Et si elle l'empoisonnait à petit feu ? Paniquée, j'ai appelé mon oncle Luc, le frère cadet de mon père qui vivait à Avignon. Luc avait toujours été le bon sens incarné de la famille. Malheureusement, il luttait lui-même contre un cancer et ne pouvait pas se déplacer facilement. Je lui ai tout raconté, à voix basse, au téléphone, de peur qu'Isabelle n'écoute. Le silence à l'autre bout du fil était lourd. Puis il a dit, d'une voix grave, « Ta mère, sur son lit de mort, m'a fait promettre une chose. Que cette maison, la maison de ses parents, resterait toujours dans la famille. Elle voulait que celui qui s'occuperait de Marcel puisse y vivre en paix. Fais attention, ma nièce. Victor a toujours eu le cœur sec et je n'ai jamais fait confiance à cette femme. Quelque chose de très grave se prépare. » Ces paroles ont confirmé mes pires craintes. Un complot se dessinait sous mes yeux, dans ma propre maison. Ils n'allaient pas seulement vendre la maison, ils allaient déposséder mon père, le déraciner de son histoire, de ses souvenirs. Et moi, j'étais le dernier obstacle sur leur chemin. Je savais que cette fête d'anniversaire ne serait pas une célébration. Ce serait un champ de bataille. Et je devais être prête. Le jour du 70e anniversaire de mon père est arrivé, baigné d'une lumière d'automne trompeuse, douce et dorée, qui contrastait violemment avec la tempête qui grondait en moi. J'ai passé la matinée à finaliser les derniers préparatifs, le cœur battant à tout rompre. J'ai disposé des bouquets de lavande et de romarin sur les tables, j'ai sorti la belle vaisselle de ma mère, celle des jours de fête. Je me comportais comme si tout était normal, jouant le rôle de la fille dévouée, tout en sentant un nœud de glace se former dans mon estomac.
Mon père est descendu, élégant dans la nouvelle chemise que je lui avais offerte. Il semblait heureux, un peu fragile, mais heureux. Isabelle voletait autour de lui, l'étouffant de son attention feinte, lissant son col, lui caressant la joue. Elle portait une robe rouge vif, beaucoup trop sophistiquée pour un déjeuner de famille en Provence. Elle ressemblait à une prédatrice prête à bondir. Victor et sa femme sont arrivés les premiers, sans leurs enfants. Ils avaient un tournoi de tennis, tu comprends, a-t-il lancé sans même s'excuser. Élise et son mari sont arrivés ensuite, eux aussi sans leurs enfants. Une sortie scolaire de dernière minute. Les excuses fusaient, tout aussi peu crédibles les unes que les autres. La vérité, c'est qu'ils ne voulaient pas de témoins innocents pour la sale besogne qu'ils s'apprêtaient à accomplir. Quelques amis d'Isabelle, des inconnus au sourire faux, et un homme en costume strict qu'elle a présenté comme un vieil ami de la famille, complétaient le tableau. Cet homme avait une mallette et le regard d'un notaire. Le piège était en place. Le repas s'est déroulé dans une atmosphère électrique. Les conversations étaient forcées, les rires sonnaient faux. Je voyais Victor et Isabelle échanger des regards entendus par-dessus la table. Mon père, lui, semblait un peu perdu, flottant dans une brume de confusion. Il a appelé notre voisine Martha par le prénom de ma mère, et un silence gêné est tombé sur l'assemblée. Isabelle a immédiatement sauté sur l'occasion. « Oh, tu vois, Marcel chéri, tu es fatigué. C'est pour ça qu'on a pris une grande décision pour toi. » Mon sang s'est glacé. C'était le moment. Après le gâteau, alors que les bougies venaient à peine d'être soufflées, Victor s'est levé, tapotant son verre avec une cuillère. Le silence s'est fait. Tous les regards se sont tournés vers lui. Il arborait un sourire triomphant, le sourire de celui qui sait qu'il a gagné. « Mes chers amis, chère famille, a-t-il commencé d'une voix forte, théâtrale. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer les 70 ans d'un homme exceptionnel, mon père. Et pour marquer cette nouvelle décennie, nous avons décidé de lui offrir le plus beau des cadeaux, la tranquillité d'esprit. » Il a fait une pause, savourant son effet. Ce domaine, cette maison, est devenu un fardeau trop lourd pour lui. L'entretien, les escaliers, les soucis. Isabelle et nous, ses enfants, avons donc pris une décision pour son bien. Nous avons trouvé pour lui une magnifique résidence pour seniors, les Chênes d'Or, avec un suivi médical 24h24. La maison va être mise en vente dès la semaine prochaine. Un murmure d'approbation a parcouru la tablée de ses complices. J'ai regardé mon père. Il était blanc comme un linge, ses yeux grands ouverts, cherchant mon regard, comme un enfant perdu. « Mais, et notre voyage au lac de Sainte-Croix » a-t-il murmuré, sa voix à peine audible. « Chloé m'a promis. » C'est là que le coup final, le plus cruel, a été porté. Victor a tourné son regard glacial vers moi. Son sourire s'est élargi, plein de mépris et de pitié feinte. Et devant tout le monde, il a hurlé, sa voix claquant comme un coup de fouet. « Alors Chloé, fais tes valises, pauvre fille. Ce domaine est à vendre. » Le silence qui a suivi a été brisé par le bruit des verres qui s'entrechoquent. Isabelle, Victor, Élise, leurs amis, tous ont levé leurs verres. « Santé !» ont-ils crié en chœur. Ils trinquaient. Ils trinquaient à ma chute, à mon expulsion, à la destruction de la vie de mon père. Leur rire résonnait dans mes oreilles comme le son du verre brisé. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que j'étais anéanti, que j'allais m'effondrer en larmes, que j'étais fini. Mais ils avaient oublié un détail crucial, un détail qui allait tout changer. On ne pousse pas une fille aimante, une fille qui a tout sacrifié, dans ses derniers retranchements sans en payer le prix. Et leur facture venait d'arriver. Je ne leur ai pas donné la satisfaction de me voir pleurer. Pas une larme. Je les ai regardés, un par un, gravant leurs visages souriants et cruels dans ma mémoire. Puis, lentement, sans un mot, je me suis levée de ma chaise. J'ai senti le regard de mon père sur moi, un regard plein de peur et d'incompréhension. Je lui ai adressé un minuscule hochement de tête, espérant lui transmettre un message silencieux, « Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. » Je suis sortie sur la terrasse. L'air frais de l'automne m'a fouetté le visage, mais je ne le sentais pas. À l'intérieur, les rires avaient repris, plus forts, plus arrogants. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Mes mains ne tremblaient pas.
Ma colère était devenue une force froide, une certitude absolue. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Il a répondu à la première sonnerie. Antoine, c'est moi. La voix calme et posée de mon meilleur ami a retenti à l'autre bout du fil. Chloé. Je suis en route. Dis-moi juste que tu vas bien. Je vais bien, ai-je répondu, ma voix étonnamment stable. C'est le moment. Ils ont lancé l'attaque. J'arrive. Luc et le docteur Lefebvre sont avec moi. On sera là dans 10 minutes. Tiens bon. J'ai raccroché. 10 minutes. 10 minutes pour mettre fin à des années de mensonges. En attendant, appuyé contre la vieille pierre de la maison, j'ai laissé mon esprit revenir en arrière, 6 mois plus tôt, au jour où tout a vraiment commencé. Tout a basculé à cause d'une tisane. Cette fameuse tisane spéciale qu'Isabelle préparait pour mon père chaque soir. Un soir, alors qu'elle était au téléphone dans le jardin, j'ai agi sur une impulsion. Je suis entré dans la cuisine, j'ai prélevé une petite quantité de l'infusion et je l'ai mise dans un minuscule flacon que j'ai caché. Le lendemain, j'ai prétexté un rendez-vous à Lyon et j'ai apporté l'échantillon à un ami pharmacien. 2 jours plus tard, il m'a appelé. Chloé, je ne sais pas ce que c'est que cette histoire, mais il y a des traces d'un puissant sédatif dans ce que tu m'as amené. Un médicament qui ne peut être obtenu que sur ordonnance et qui est absolument contre-indiqué avec le traitement pour le cœur de ton père. C'est dangereux. Ce fut le choc. La confirmation. Mes doutes n'étaient pas de la paranoïa. C'était réel. Isabelle droguait mon père. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Mon chagrin s'est transformé en une rage froide. Je devais trouver des preuves irréfutables. J'ai pensé à tout ce qui pourrait contenir une trace de leur complot. Et puis, je me suis souvenu de la vieille tablette numérique de la famille, celle que personne n'utilisait plus et qui traînait dans le bureau. Victor l'avait offerte à papa quelques années auparavant. Je l'ai récupérée en pleine nuit. En utilisant un logiciel de récupération de données que j'avais trouvé en ligne, j'ai passé des heures à scanner les fichiers supprimés. Et j'ai trouvé le trésor. Des emails. Des emails échangés entre le compte personnel de Victor et une adresse que j'ai rapidement identifiée comme appartenant à Isabelle. Des emails datant de 3 ans, bien avant qu'elle ne rencontre mon père. Le premier message, de Victor, était explicite, j'ai trouvé une cible parfaite. Veuf, propriétaire d'un domaine de valeur en Provence. Santé fragile. La fille qui vit avec lui pourrait être un problème. Il faut la gérer. La réponse d'Isabelle était encore plus glaçante. La fille peut être gérée. Trouve-moi un moyen de le rencontrer, par hasard, et je m'occupe du reste. Partage à 50-50e sur la vente. Tout était là. Noir sur blanc. Ce n'était pas une histoire d'amour, c'était une escroquerie. Une arnaque à l'héritage, un plan sordide pour voler un vieil homme vulnérable. Mon propre frère avait vendu notre père à cette femme pour de l'argent. Le lendemain, j'ai appelé mon oncle Luc. Je lui ai lu les emails. Il était anéanti, mais sa tristesse s'est vite muée en détermination. On ne va pas les laisser faire, Chloé. C'est lui qui m'a conseillé d'appeler Antoine, mon ami de la fac de droit, devenu un avocat spécialisé dans la protection des personnes âgées. À partir de ce jour, nous avons monté notre contre-attaque, en secret. J'étais devenue une espionne dans ma propre maison, notant chaque détail, chaque mensonge, chaque comportement suspect. J'avais les preuves. J'avais le plan. Il ne me restait plus qu'à attendre qu'ils fassent leur premier mouvement, qu'ils se sentent assez en confiance pour abattre leurs cartes. Et aujourd'hui, à cette fête d'anniversaire, ils venaient de le faire. J'ai entendu le bruit des graviers dans l'allée. Une voiture, puis une deuxième. Antoine, Luc et le docteur étaient là. J'ai pris une profonde inspiration. Le spectacle allait commencer. Et croyez-moi, après ce qu'ils m'avaient fait, après ce qu'ils avaient fait à mon père, il allait être inoubliable. Notre plan, élaboré méticuleusement avec Antoine et mon oncle Luc, reposait sur 3 piliers, le médical, le légal et la surveillance. Le premier pilier, le plus crucial, était de prouver la compétence mentale de mon père lorsqu'il n'était pas sous l'influence des drogues d'Isabelle. J'ai dû attendre le bon moment.
Il est arrivé une semaine où Isabelle a dû s'absenter 3 jours pour un prétendu séminaire professionnel à Nice. Pendant ces 3 jours, je n'ai donné à mon père que ses médicaments prescrits. Le changement a été spectaculaire. Le brouillard dans ses yeux s'est dissipé. Il était plus alerte, plus vif, il se souvenait de détails, nous avons eu de vraies conversations. C'était comme retrouver le père que j'avais perdu. Le 2e jour, j'ai organisé une visite à domicile avec le docteur Lefebvre, un gériatre réputé d'Aix-en-Provence, recommandé par Antoine et totalement indépendant. L'évaluation a duré 2 heures. Le rapport du docteur Lefebvre était sans appel. Monsieur Marcel Dubois présente un trouble cognitif léger lié à son âge, mais il est parfaitement sain d'esprit et tout à fait capable de prendre ses propres décisions en pleine connaissance de cause. Ce document était notre arme la plus puissante. Le 2e pilier était le volet légal. Le lendemain de l'évaluation, Antoine est venu de Lyon avec un notaire. Dans le salon, baigné de la lumière du matin, mon père, lucide et déterminé, a signé 2 documents. Le premier était un mandat de protection future, une procuration me désignant, moi et mon oncle Luc, comme ses seuls mandataires pour toutes les décisions médicales et financières, avec effet immédiat. Ce document révoquait explicitement toute procuration antérieure. Le second était un nouveau testament, réaffirmant sa volonté, celle de ma mère, que le domaine familial me revienne, en reconnaissance des années de soins que je lui avais consacrées. Mon père a signé, d'une main ferme. Puis il a pris les originaux et les a cachés lui-même dans sa vieille boîte de matériel de pêche, sous un amas d'hameçons et de flotteurs. Elle ne regardera jamais là-dedans, a-t-il dit avec un clin d'œil malicieux. Le 3e pilier était la surveillance. C'était la partie la plus risquée. Sur les conseils d'Antoine, j'ai commandé en ligne 2 minuscules caméras espions. J'en ai caché une dans la vieille horloge comtoise du salon, et l'autre dans un pot de basilic factice sur le plan de travail de la cuisine. Les installer sans qu'Isabelle ne s'en aperçoive a été un cauchemar. Un après-midi, alors que j'ajustais la caméra dans l'horloge, elle est rentrée plus tôt que prévu. J'ai entendu sa voiture dans l'allée. Mon cœur a failli exploser. J'ai refermé l'horloge en catastrophe. Pour créer une diversion, j'ai couru dans la cuisine et j'ai volontairement fait tomber une pile d'assiettes par terre. Le bruit a été assourdissant. Quand elle est entrée, elle m'a trouvée en train de ramasser les morceaux, tremblante. « Mon Dieu, Chloé, tu es si maladroite », a-t-elle lancé avec mépris. Elle n'a rien soupçonné. Mais cette peur panique m'a rappelé à quel point notre plan était fragile. Ces caméras ont enregistré l'impensable. Elles ont filmé Isabelle, soir après soir, écrasant un petit comprimé blanc dans la tisane de mon père. Elles l'ont filmé fouillant dans les tiroirs de son bureau. Elles l'ont filmé au téléphone avec Victor, riant et disant « Ne t'inquiète pas, le vieux est de plus en plus gâteux. Il signera n'importe quoi. » Chaque enregistrement était un clou de plus dans leur cercueil. Fin du flashback. Le bruit des portières qui claquent me ramène au présent. Je vois Antoine, élégant dans son costume, le visage grave. Mon oncle Luc, malgré la fatigue de son traitement, a le regard d'un combattant. Et le docteur Lefebvre, avec sa mallette, est l'incarnation de l'autorité médicale. La cavalerie, comme l'avait dit Antoine, était arrivée. J'ai ouvert la porte-fenêtre de la terrasse et je suis rentré dans le salon, suivi par mes 3 alliés. Le silence est tombé instantanément. Les rires se sont étranglés dans les gorges. Victor m'a regardé, d'abord avec surprise, puis avec une arrogance renouvelée. « Tiens, la petite fille est revenue avec des amis ? C'est touchant, mais un peu tard. La fête est finie. » Au contraire, Victor, ai-je répondu, ma voix résonnant clairement dans la pièce. Elle ne fait que commencer. Le visage de Victor s'est durci. L'arrogance a laissé place à l'irritation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui sont ces gens ? Antoine s'est avancé d'un pas, se plaçant légèrement devant moi, comme un bouclier. Bonjour. Je suis maître Antoine Chevalier, l'avocat de monsieur Marcel Dubois, a-t-il déclaré d'une voix calme mais qui imposait le respect. Et nous sommes ici pour mettre un terme à cette mascarade. Isabelle a laissé échapper un petit rire nerveux. Un avocat ? Mais c'est ridicule. Marcel n'a pas besoin d'avocat. Nous nous occupons de tout, sa famille.
C'est justement parce que vous êtes sa famille que nous sommes ici, a rétorqué Antoine, son regard se posant sur elle. Il a ouvert sa mallette et en a sorti un premier dossier. Commençons par le commencement, a-t-il dit, s'adressant à toute la pièce. Vous prétendez agir pour le bien de Monsieur Dubois, en vous basant sur une prétendue dégradation de ses capacités cognitives. N'est-ce pas? C'est évident, a affirmé Victor. Mon père perd la tête. Il a besoin d'un environnement médicalisé. Vraiment? A demandé Antoine. Docteur Lefebvre, pourriez-vous nous éclairer? Le docteur Lefebvre s'est approché de mon père. Monsieur Dubois, bonjour. Je suis le docteur Lefebvre, gériatre. Nous nous sommes vus il y a quelques semaines pour une évaluation complète, vous souvenez-vous? Mon père, qui semblait reprendre des forces en notre présence, a hoché la tête. Oui, bien sûr. Un homme très sympathique. J'ai ici mon rapport, a continué le docteur en tendant une copie à Antoine. Il conclut que Monsieur Dubois, lorsqu'il n'est pas sous l'influence de substances non prescrites, est parfaitement compétent et apte à gérer ses propres affaires. Le mot « substance » a flotté dans l'air. Le visage d'Isabelle a légèrement pâli. Des substances? Mais de quoi parlez-vous? A-t-elle balbutié. C'est là que je suis intervenue. Il parle de la tisane, Isabelle. Ta fameuse tisane spéciale du soir. Antoine a enchaîné, implacable. Nous avons des analyses qui prouvent la présence d'un sédatif puissant dans l'organisme de Monsieur Dubois. Un médicament qui, comme par hasard, n'apparaît sur aucune de ses ordonnances. D'ailleurs, docteur Lefebvre, avec l'accord de votre patient, vous allez procéder à un prélèvement sanguin immédiat pour confirmer nos dires. Isabelle a bondi. Absolument pas. C'est une violation de sa vie privée. En tant que sa femme, je m'y oppose. Votre opposition est sans valeur, madame, a déclaré Antoine en sortant un deuxième document. Voici un mandat de protection future, dûment signé par Monsieur Dubois devant notaire il y a 2 mois, désignant sa fille Chloé et son frère Luc comme seuls décisionnaires pour sa santé et ses finances. Ce document annule et remplace toute procuration que vous auriez pu lui faire signer depuis. Il a tendu une copie à Victor. J'ai vu les mains de mon frère trembler en lisant le document. Son piège légal venait de se désintégrer. Mais, ce n'est pas possible, a-t-il bégayé. Le papier qu'il a signé pour moi est plus récent. Un document signé sous contrainte chimique est nul et non avenu, Monsieur Dubois, a expliqué Antoine. Et cela nous amène à notre 3e point. Il a sorti une petite tablette de sa mallette. Nous avons également des preuves un peu plus visuelles. Il a appuyé sur « Play ». Et sur l'écran, l'image de notre cuisine est apparue. On y voyait Isabelle, de dos, écrasant un comprimé dans le mug de mon père. Puis une autre vidéo, dans le salon, où on l'entendait dire au téléphone à Victor, le vieux est complètement dans les vapes. Demain, tu lui fais signer la procuration, il ne verra rien. Un cri a traversé la pièce. C'était Élise. Elle regardait l'écran, la main sur la bouche, les yeux remplis d'horreur et de dégoût. Victor? Mon Dieu, Victor, dis-moi que ce n'est pas vrai. Le visage de mon frère était passé du rouge de la colère au blanc de la peur. Il était piégé. Tous ses mensonges, toute sa cupidité, exposés à la lumière crue de la vérité. Vous auriez dû voir leur visage à ce moment précis. La suffisance de Victor qui s'évaporait pour laisser place à une panique abjecte. Le sourire mielleux d'Isabelle qui se figeait en un rictus de haine. C'était encore plus intense, encore plus satisfaisant que tout ce que j'avais pu imaginer. La justice n'était plus une idée abstraite. Elle était là, dans ce salon, et elle était magnifique. Le silence qui a suivi la diffusion des vidéos était lourd, électrique. On aurait pu entendre une mouche voler. Élise était en larmes, reculant loin de Victor comme s'il était pestiféré. Les amis d'Isabelle se regardaient, mal à l'aise, comprenant qu'ils étaient les spectateurs d'un crime et non d'une fête de famille. L'homme en costume, le prétendu ami, avait déjà commencé à ranger discrètement ses affaires. C'est Victor qui a rompu le silence, tentant une dernière contre-attaque désespérée. C'est un montage. C'est une manipulation. Chloé a toujours été jalouse d'Isabelle, elle a tout inventé pour nous nuire. Antoine a levé un sourcil,
imperturbable. Un montage? Très bien. Alors peut-être que ces documents ne sont pas un montage non plus. Il a sorti un dernier dossier de sa mallette. Voici les relevés bancaires de votre père pour les 2 dernières années. Et voici les vôtres. C'est intéressant, on y voit des virements réguliers, pour un total de plus de 50 000 €, du compte de votre père vers votre société de conseil. La mention est « Frais de gestion de patrimoine ». Pourriez-vous nous expliquer la nature de ces services, qui semblent avoir été facturés à un taux 4 fois supérieur à celui du marché? Ce fut le coup de grâce. La fraude financière. L'exploitation d'une personne vulnérable. C'était un délit pénal. Élise a poussé un cri étranglé. 50 000 €? Tu as volé papa? C'est à ce moment qu'Isabelle a compris que le navire coulait, et que Victor allait la sacrifier pour se sauver. Son visage s'est tordu de fureur. Toute trace de douceur avait disparu. Le masque est tombé, révélant le monstre avide qui se cachait derrière. Lui, a-t-elle craché en pointant Victor du doigt. Il est pire que moi. C'est lui qui est venu me chercher. C'est lui qui a tout planifié. J'étais aide-soignante, je gagnais ma vie honnêtement. Il m'a approché avec son plan, ses emails, ses promesses. Elle s'est tournée vers nous, les yeux fous de rage. D'accord. Vous voulez la vérité? La voilà. Oui, j'ai épousé votre père pour son argent et pour cette baraque. J'en avais marre de trimer pour un salaire de misère. Victor m'a promis la moitié de la vente, une nouvelle vie, un appartement à Cannes. On devait se partager le butin. Voilà, vous êtes content? Son aveu brutal a résonné dans la pièce comme un coup de tonnerre. Même Victor semblait abasourdi par sa franchise. Alors, une voix s'est élevée. Une voix que je n'avais pas entendue aussi forte, aussi claire, depuis des années. C'était la voix de mon père. Il s'était levé. Il se tenait droit, malgré sa fragilité. La confusion avait quitté ses yeux, remplacée par une colère juste et une profonde tristesse. Il a regardé Isabelle, non pas l'épouse, mais l'escroc. Isabelle, a-t-il dit, chaque mot pesant une tonne. Sortez de ma maison. Maintenant. Puis, il a tourné son regard vers son fils. Mon frère. Et toi, Victor? Toi. Mon fils. Je ne veux plus jamais te voir. Sors. Le mot « sors » n'était pas un cri. C'était un ordre. Un jugement final. Victor a ouvert la bouche pour protester, mais aucun son n'en est sorti. Il a regardé autour de lui, cherchant un allié, mais tous les regards étaient remplis de mépris. Il a attrapé sa veste et est parti sans un mot, suivi par sa femme. La porte d'entrée a claqué derrière lui, un son sec et définitif. Isabelle, elle, a tenté une dernière fois. Tu ne peux pas me mettre dehors, Marcel. Je suis ta femme. Notre mariage est une fraude, a dit mon oncle Luc, sa voix tremblante d'émotion. Et il sera annulé. Tu n'auras rien. Elle nous a fusillés du regard, un regard de pure haine, avant de monter les escaliers en trombe pour faire ses valises. Élise, en sanglots, s'est jetée dans les bras de mon père. Pardon, papa. Pardon. Je suis tellement désolée. Je n'ai rien vu. Je l'ai cru. Mon père l'a serré contre lui. Ce n'est pas ta faute, ma fille. Il t'a manipulée, comme il a essayé de me manipuler. Le mal, le poison, était enfin chassé de notre maison. Mais la bataille n'était pas encore tout à fait terminée. Il restait maintenant à panser les plaies, à nettoyer les débris, à reconstruire les ruines qu'ils avaient laissées derrière eux. Les 3 mois qui ont suivi cette journée apocalyptique ont été étranges, un mélange de soulagement, de tristesse et de reconstruction lente. La maison, débarrassée de la présence toxique d'Isabelle, semblait respirer à nouveau. Le silence n'était plus oppressant, mais paisible. Les conséquences légales ont été rapides et sévères. Les résultats du prélèvement sanguin du docteur Lefebvre sont revenus, confirmant la présence de sédatifs. Combiné aux vidéos et à l'aveu d'Isabelle, le dossier était accablant. Le procureur a engagé des poursuites pour abus de faiblesse, administration de substances nuisibles et escroquerie. Pour éviter un procès public, Isabelle a plaidé coupable.
Son mariage avec mon père a été annulé pour fraude. Elle a écopé d'une peine de prison avec sursis, de travaux d'intérêt général, plus important encore, d'une ordonnance restrictive lui interdisant de nous approcher à moins de 500 mètres. Elle a quitté le village du jour au lendemain, disparaissant sans laisser de traces. Bon débarras. Le cas de Victor a été plus complexe, pour mon père, infiniment plus douloureux. L'enquête sur la fraude financière a révélé l'étendue de sa malhonnêteté. Il avait systématiquement siphonné les économies de notre père. Il fait actuellement face à des poursuites pénales et à une radiation de l'ordre des conseillers financiers. Mais la plus grande punition pour lui a été la rupture totale avec sa famille. Mon père a essayé de lui parler une fois, au téléphone. Victor a refusé de reconnaître ses torts, accusant tout le monde, et surtout moi, d'avoir ruiné sa vie. Mon père a raccroché, le cœur brisé, et n'a plus jamais essayé de le recontacter. Parfois, la seule façon de guérir est d'amputer la partie gangrenée. Élise, en revanche, a été transformée par le choc. La découverte de la trahison de Victor a agi comme un électrochoc. Elle a compris à quel point elle s'était laissée aveugler, à quel point elle avait été une sœur et une fille absentes. Elle nous appelle maintenant tous les 2 jours. Elle et son mari viennent nous voir de Bordeaux au moins 2 week-ends par mois, avec les enfants. Voir mon père jouer à la pétanque dans le jardin avec ses petits-fils est un baume sur toutes les blessures. Notre relation, à Élise et à moi, se reconstruit, doucement. Nous avons trouvé un terrain d'entente dans notre amour commun pour notre père et dans le regret partagé des années perdues. La santé de mon père s'est améliorée de façon miraculeuse. Libéré des médicaments qui l'abrutissaient, il a retrouvé sa vivacité d'esprit, son humour. Nous avons instauré une nouvelle routine, de longues promenades dans les collines provençales le matin, des parties de cartes endiablées l'après-midi. Il a repris le jardinage, et ses fameuses tomates ont de nouveau le goût du soleil. Mon oncle Luc, dont les traitements contre le cancer se sont avérés être un succès, a été notre pilier. Il a vendu sa maison d'Avignon et a acheté un petit mas à quelques kilomètres de chez nous. Il vient dîner 3 fois par semaine, et leurs éclats de rire de frères résonnent dans la maison, chassant les derniers fantômes. Quant à moi, j'ai trouvé un nouvel équilibre. Avec l'aide d'Élise, nous avons engagé une aide à domicile formidable, Madame Garcia, qui vient quelques matinées par semaine, me libérant du temps. J'ai accepté un poste en télétravail pour une agence de communication, ce qui me permet de rester active professionnellement tout en étant présente pour mon père. Ce n'est pas la carrière trépidante que j'avais à Lyon, mais c'est une vie qui a du sens. Une vie choisie, pas subie. La vie reprenait son cours, plus douce, plus authentique, plus vraie qu'avant. Nous avions traversé l'enfer, mais nous en étions ressortis plus forts, plus unis. Et pour célébrer cette renaissance, nous avons finalement fait ce voyage que j'avais promis à papa, un voyage qui allait sceller notre nouvelle vie et m'enseigner la plus belle des leçons. Le mois dernier, nous avons pris la voiture et avons roulé jusqu'au lac de Sainte-Croix. C'était une journée de printemps parfaite, le ciel d'un bleu intense, l'air vibrant du chant des cigales. Nous nous sommes arrêtés à l'endroit exact, sur une petite crique aux eaux turquoises, où mon père avait demandé ma mère en mariage, 45 ans plus tôt. Nous nous sommes assis sur un rocher, en silence, regardant le soleil scintiller sur l'eau. Le temps semblait s'être arrêté. Mon père a pris ma main dans la sienne, une main ridée mais toujours forte. Tu sais, Chloé, a-t-il commencé, sa voix remplie d'une émotion douce, le jour de mon anniversaire, quand Victor a dit ces choses horribles, pendant une seconde, j'ai cru que tout était fini. J'ai cru que j'allais tout perdre. La maison, mes souvenirs, ma dignité. Il s'est tourné vers moi, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu des larmes perler au coin de ses yeux. Et puis je t'ai vu te lever. Tu n'as pas pleuré. Tu étais droite, forte. Tu étais comme ta mère. Elle aurait été si fière de toi, ma fille. Pas seulement pour avoir sauvé la maison, mais pour la femme que tu es devenue. Une femme intelligente, courageuse, et surtout, une femme qui sait ce que le mot « amour » veut vraiment dire. Ces mots m'ont touché en plein cœur. Tout le poids des dernières années, toute la solitude, toute la colère, tout semblait s'envoler, emporté par la brise légère du lac. J'ai compris à ce moment-là que mon sacrifice n'avait pas été vain. Il n'avait pas seulement sauvé mon père, il m'avait aussi sauvé moi-même, en me montrant ce qui comptait vraiment dans la vie.
Cette épreuve m'a enseigné des leçons inestimables. J'ai appris que l'amour véritable exige de la vigilance. Non pas une méfiance maladive, mais une attention sincère, une volonté de voir au-delà des apparences et de poser les questions qui dérangent. Si j'avais ignoré mon instinct, si j'avais choisi la paix à tout prix pour éviter les conflits, nous aurions tout perdu. J'ai aussi appris sur le pardon. J'ai pardonné à Élise, dont le seul crime a été la faiblesse et la négligence. Je travaille encore sur le pardon pour Victor, même si je sais que je ne pourrai probablement jamais oublier. Quant à Isabelle, j'ai appris qu'on peut comprendre les failles d'une personne sans pour autant excuser sa méchanceté. Certains ponts, une fois brûlés, doivent le rester pour protéger sa propre paix. Aujourd'hui, notre maison est redevenue un sanctuaire. Un lieu rempli de rires, d'odeurs de cuisine et de nouvelles mémoires que nous construisons chaque jour. Hier soir, alors que nous étions assis sur le banc du jardin, mon père m'a dit, « Ta mère disait toujours que les maisons ont une âme, qu'elles absorbent l'amour des familles qui y vivent. Si c'est vrai, alors cette vieille maison doit avoir l'une des plus belles âmes qui soit. » Je crois qu'il a raison. Et je suis reconnaissante chaque jour de m'être battue pour cette maison, pour son âme, et pour notre famille. Cette histoire m'a appris que la vraie famille, ce n'est pas toujours celle du sang, mais celle qui se bat pour vous, à vos côtés. Et vous? Avez-vous déjà dû vous battre contre les vôtres pour protéger un être cher, pour défendre ce qui est juste? Qu'est-ce qui vous a donné la force de le faire? Partagez vos histoires et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si mon expérience vous a touché, si elle a résonné en vous, merci de cliquer sur « J'aime », de vous abonner à la chaîne et de la partager. Car parfois, se battre pour ce qui est juste, même contre son propre sang, est le plus grand acte d'amour qui soit. Merci de m'avoir écouté.